Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Aujourd'hui, en tout cas, tous les partis sont pour le moins fixés sur le sort. En tout cas, pour la plupart, la Sénat a rendu son verdict. Six partis, donc cinq en plus du bloc républicain, ont obtenu leur sésame pour concourir dans le cadre des prochaines législatives du 8 janvier 2023. Il reste un contentieux à vider. Le parti Les Démocrates s'est porté devant la Cour constitutionnelle pour avoir gain de cause, toujours dans le cadre de ces élections législatives. Nous allons faire le point de cette journée et de l'après et nous projeter dans l'après avec mes invités de ce soir. Je vais commencer par présenter Jules Léandre Kitty, porte-parole de l'UDBN. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noumon. Bonsoir, chers amis. J'espère que la journée, on suppose que la journée n'a pas été de tout repos. Non, la journée n'a pas été de tout repos, mais quand elle finit bien et de fort belle manière, vous voyez, on retrouve subitement ses énergies perdues utilement. Voilà, c'est peut-être le plus important. Aussi sur ce plateau, c'est fils Béo Aguia, membre de la cellule de communication de l'UP Le Renouveau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Noumon. Joël Ataguedebé. Bonsoir, monsieur Expert Noumon. en Bonsoir, gouvernance, expert électoral. Et pour nous donner une approche un peu plus en rapport avec notre sociologie collective, Georges Anagounou, socio-anthropologue. Bonsoir. Bonsoir aux amis et bonsoir aux auditeurs. Militant aussi à 16h, non? Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive. Voilà, je vous avais tendu la perche il y a quelques minutes. Racontez-nous votre journée. Et qu'est-ce qui s'est passé très exactement vous concernant? Il y a un premier lot de partis qui a reçu son récépissé définitif. Le vôtre est intervenu un peu plus tardivement dans la journée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, si vous voulez bien nous lever le coin de voile sur cette... Ben oui, volontiers, je vous raconte ma journée. Quand je dis ma journée, la journée de tous ceux qui portent l'UDBN dans leur trip, qui ont l'UDBN comme en lieu et place des globules blancs et rouges dans leur corps. Et on a passé une journée faite de beaucoup d'émotions, mais aussi d'assurance, d'une part d'assurance, comme des gens qui ont déposé une copie et qui peut rassurer de ce que le jury qui va statuer ne puisse pas dire ça, ils sont de piètres élèves. Ma journée s'est terminée par, déjà en début d'après-midi, l'obtention par mon parti, par le parti UDBN, de son récépissé définitif. J'ai regardé comme un myope qui cherche à zoomer sans les loupes, s'il y avait l'adjectif définitif, je l'ai vu. Donc nous avons eu, et ça c'est important, pour tous ceux qui dans la matinée ont cru, ou à qui on a fait croire, ou qui pour diverses raisons ont fait croire aux gens que l'UDBN n'était pas dans la course, parce que simplement la Sénat a organisé une remise partielle de récépissé définitif aux partis dont la Sénat avait déjà fini d'étudier les dossiers. Ce n'était plus que ça. Et quand on a vérifié, la Sénat, le président de la Sénat d'ailleurs, le président Sakalafia, lorsqu'il organisait, il présidait la séance, la cérémonie de remise du récépissé définitif de l'UDBN, il a précisé, il a dit que le matin, il disait déjà que, que c'est une remise partielle et que ça continuait d'ailleurs. Et quand il finissait de remettre le récépissé définitif de l'UDBN, il a dit, et ça, il s'appuyait sur la loi pour dire, il reste encore 2 cas que lui doit encore traiter parce que ils sont devant la Cour constitutionnelle et tout peut arriver. Ça veut dire que tous ceux qui ont fait croire ou qui ont cru que il n'y avait que les partis politiques qui avaient reçu les récépissés dans la matinée, qui étaient en lice, se sont trompés. Donc, je peux vous rassurer, ce soir, l'UDBN a son récépissé définitif. Maintenant, dans la matinée, évidemment, aucun d'entre nous n'avait
C'est vrai, on était sûr, et les coups de fil entre la présidente de l'UDBN, le président délégué, le porte-parole, les autres membres du bureau exécutif national, c'est clair. Je vous fais la confidence qu'il nous arrivait de nous appeler après de dire, bon, j'ai déjà dit ceci avec toi, qu'est-ce qui se passe? Mais après, avant de couper, on se disait toujours, mais quand même, on a eu une bonne copie. Parce qu'on était sûr que oui, mais il y avait confidence pour confidence, vous ne nous avez toujours pas dit ce qui a fait retarder votre... Non, la Sénat, et ça je précise, la Sénat a voulu faire une vérification et le président de la Sénat l'a dit devant caméra. Il a dit, vous auriez pu passer dans la vague de 11h, 12h, mais la Sénat a voulu faire une vérification supplémentaire sur un de nos candidats. Et la Sénat, je ne cache rien, la Sénat a voulu même écouter le candidat à la fait. Et la Sénat a même appelé une institution qui devrait faire un témoignage également. Et après, la Sénat a estimé que c'était bien, même dit au candidat, ben, écoutez, excusez, retournez chez vous, c'est bon. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. C'est le calendrier de la Sénat. Nous, on n'avait pas dit à la Sénat, vous êtes obligé de nous donner à 11h, de nous donner l'essentiel pour nous, on l'a eu autour de 15h, c'était bon. C'est fils Bio Aguia, de votre côté, l'UP, le renouveau? Ben oui, tout s'est bien passé. À l'arrivée, c'est une satisfaction. De toutes les façons, le parti a déposé un dossier, il y a eu des observations, il a répondu aux observations conformément à ce que la loi demande. Et puis, dans le temps imparti à la commission électorale, à l'arrivée, le récépissé définitif est là. Et donc, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Monsieur Janagoun, comment avez-vous perçu tout ce qui s'est passé tout au long de cette journée? Ouais, tout devait aller totalement bien pour le citoyen que je suis. En réalité, si tout est terminé, vous savez, quand on vient ici, j'écoute Kitty qui dit la Sénat avait donné un premier lot, n'était pas terminé, et il disait il y a encore 2. Quand on a donné l'autre, Kitty encore on en dit reste 2. Non, dans tout ça, c'est que le peuple retient son souffle. Ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le peuple a retenu son souffle. Bon, retenir son souffle, c'est pas un peu trop... non, parce que, au fait... On n'est pas dans une situation conflictuelle. Vous savez, je n'aime pas faire langue de bois. Il n'y a que les élections qui sont passées sont des élections où nous avons dit, cette fois-ci, ça va se passer autrement. C'est-à-dire, à tort ou à raison, qu'on ait pensé qu'on a exclu quelqu'un, qu'on n'a pas exclu du tout, et qu'on s'est dit que cette fois-ci, il faut tout prendre, tout faire pour que ceux qui se sentaient exclus ne le soient plus, en réalité. Et c'est là où on retient son souffle. Et compte tenu on a tenu en haleine pendant une semaine ou plus d'une semaine, ils ont déposé, ils n'ont pas tout déposé, il manque ceci, il manque cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ça que j'ai dit que, en tout cas, une partie des gens ont retenu une partie a retenu leur souffle pour dire, bon, voilà, est-ce que finalement ils vont leur donner? Est-ce que finalement ils vont en avoir? C'est que Kitty, quand il courait le matin, quand le premier lot est sorti, je suis sûr que, bon, voilà, il a eu cette peur de sa vie, même si son dossier était bien ça. Non, tu n'as pas voulu le dire, je comprends. On ne le dit. Non, tu n'avais pas besoin de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'à ce niveau aussi, il y avait retenu de souffle. Vous voyez ce que je veux dire? Et que finalement, ça a été relâché. Donc, ce soir, on peut dire que j'aurais voulu dire finalement ce soir on sait ce qui va se passer. Vous voyez, mais je ne peux pas le dire tout de suite parce qu'il y a eu le président de la Sénat qui dit j'ai encore 2 dossiers au dos parce que les gens sont devant la Cour constitutionnelle, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Donc voyez-vous, il y a des vidéos. Il y en a, oui, il semble qu'il y en a un qui a été vidé, il reste encore un en cours. Et donc je voudrais poser cette question pour finir. Est-ce que je me suis dit, est-ce que la Sénat n'avait pas à attendre que tout ça soit vidé avant de donner la liste de ceux qui vont participer? L'expert électoral va donner cette réponse à cette la loi ne permettait pas ça? En même temps que ah, d'accord. Ce n'est écrit nulle part, mais bon, disons, la Sénat a choisi de fonctionner comme ça. Ah, d'accord. Bon, il faut le prendre ainsi. Elle était juste tenue par des délais globaux, les 8 jours, plus les 3 jours de grâce pour la complétude des dossiers. Moi, je me félicite malgré tout de la conduite de la Sénat en ces circonstances. Et on a pu voir pire par le passé, une espèce d'arrogance.
Et alors qu'idéalement, on attend d'un organe de gestion des élections comme la Sénat d'accompagner les partis en lice. Et précédemment, on l'a vu avec le logiciel qui a été mis à la disposition des partis pour faciliter, enfin vous me direz en quoi ça vous a été utile ou non, pour faciliter le positionnement des candidats. Il y a d'autres témoignages qui l'ont apprécié, peut-être que d'autres ne l'ont pas utilisé. Mais l'un dans l'autre, félicitons-nous du comportement global de la NIP comme de la Sénat. Il y a eu quelques confusions sur ce qu'il fallait comprendre des délais, voire même de la procédure, puisque là maintenant on a l'impression et ça peut être insupportable. Et donc c'est les récépissés définitifs qui sont délivrés au goutte à goutte, mais qui dénotent, si j'en crois le témoignage de M. Kitty, de la volonté de la Sénat et d'être méticuleuse sans être dans l'acharnement. C'est ce qu'il faut retenir, espérer que pour la suite, chacun soit traité avec égard et qu'on ne nous parle plus de faute mineure ou majeure, voilà. Mais que s'il y a faute, qu'on l'admette, et puis s'il n'y a pas faute, qu'on passe son chemin et voilà, qu'on passe à autre chose. Adia, est-ce que vous avez, comme l'expert électoral vient de le dire, globalement au niveau de la Sénat, est-ce qu'on peut dire que tout a été, je ne dirais pas parfait, mais bon, un processus mené de maître, assez transparent, vous en tant que parti, comment vous avez perçu tout ce qui s'est passé jusqu'à la date d'aujourd'hui, parce que le processus est loin d'être fini? Non, je crois que avec le temps, il y a une belle professionnalisation de la conduite des opérations électorales qu'on observe. Vous savez, ça nous fait quelques 25-27 ans de mise en place de Sénat. Et toutes sortes de perfectionnements qu'on peut avoir avec les innovations au niveau législatif ont facilité les choses. Parce que en amont, voilà, parce qu'en amont, c'est les tests qui permettent de faire tout ce qu'on a vu là. Et on sait clairement dans quel délai, et ces délais sont connus pour un parti, regarde ces délais dans le code électoral, ce qui est à faire dans tel temps. Le calendrier électoral est connu des semaines avant le lancement du processus. En tout cas, sur cette organisation, de façon pratique, on peut trouver qu'il y a eu une belle évolution. Il faut voir, ne serait-ce que même du point de vue logistique, tout ce que la Sénat met en place pour accueillir les partis politiques, recevoir leurs dossiers. Et il y a eu ce que vous avez dit, des questions logiques, une sorte d'accompagnement des partis politiques pour que les choses se passent bien. Je connais des partenariats qui se sont noués avec un institut américain, IRI. Il y a eu un renforcement de capacité des organisations politiques pour que on n'assiste plus à un certain nombre de difficultés au niveau des partis politiques. Et la Sénat, dans le leadership institutionnel qui doit être le sien, a pleinement joué ce rôle-là, en ne stressant personne. Parce que quand on regarde, M. Gadegbe disait tantôt, il n'y a pas d'acharnement parti, il n'y a rien en fait. Tout se passe de façon très transparente. Chacun reçoit dans le délai quand vous arrivez. La seule chose qu'on peut peut-être avoir redit, et ça peut concerner tous les partis politiques, c'est le dernier jour qu'on attend, mercredi. C'est la dernière fois, c'était un mercredi au final. Donc, on voit des partis tous arriver dans la soirée complètement pour... voilà. Donc, cette tradition a été respectée, mais peut-être qu'avec le temps, dès qu'on lance le processus de dépôt de dossier, des partis politiques pourraient se mettre au pas au plus tôt, parce que il reste que c'est une longue organisation. Il reste que des documents qui sont prévus à être déposés sont mobilisés bien dans le temps. Et donc, peut-être les dernières lectures au dernier moment, et chaque parti politique le dépose. De toutes les façons, à l'Union progressiste, le renouveau, ce fut fait ainsi, les dossiers ont été déposés. Il y a eu des observations, comme peut-être beaucoup ne savent pas, l'Union progressiste en a reçu, il y a des notifications d'observation, et le parti s'est conformé à ce que la législation demande,
et a reçu son récépissé définitif, comme je disais tantôt. Voilà. Avec Kiki, on a déjà eu à faire le débat sur ce plateau. On va pas le refaire. Donc, à la date d'aujourd'hui, on a les partis qui sont qualifiés, le MPL, l'UDBN, le BR, l'UP Le Renouveau, Mouel Bénin et le parti Force Cori Bénin émergent. Vous le disiez, il y avait deux contentieux. Le contentieux concernant NFN s'est vidé, si on en croit les réseaux sociaux, sont vidés en défaveur du parti. Donc on peut dire que le cas de ce parti est réglé. Maintenant, il reste le parti, les démocrates, qui a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Déjà, par rapport à ce parti, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, je pense que dans une situation comme ça, et je le disais à quelqu'un tout à l'heure, celui qui a beaucoup plus d'expérience dans cette histoire de dossier complet, incomplet, on peut dire c'est les démocrates. Parce que depuis le début du processus, depuis la réforme partisane et le nouveau code électoral, ils en ont eu des hauts et des bas. Et par rapport à ça, moi, je me disais que le parti qui devait être le plus prêt pour affronter les choses cette fois-ci, que ça devrait être ce parti, les démocrates, en réalité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que pour l'étape d'aujourd'hui, moi je pense que c'est aussi de leur droit de chercher à épuiser toutes les voies de recours possibles avant d'en arriver là. Maintenant, pour dire un mot, c'est vrai, je pense que rapidement, si vous permettez, la Sénat, cette fois-ci, moi aussi, je fais juste à l'étape où nous en sommes, je pense que la Sénat s'est comportée de façon professionnelle et ça, il faut reconnaître ça. Parce que, comme le disait M. Ataï Gedegwe, il y a eu des moments où les gens escaladaient au dernier moment. On a vu tout ça dans ce pays. Hein. Mais cette fois-ci, voilà, tout le monde grandit, ça se professionnalise, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau du Sénat même. Maintenant, pour les démocrates, à l'étape où nous en sommes, aujourd'hui, je veux dire, en attendant que la Cour ne tranche, on peut avoir les appréciations qu'on peut avoir, moi, si c'est mon sentiment personnel, par rapport à la chose, lorsque vous savez que vous êtes attendu, comme les démocrates étaient attendus, on se prépare, on ne laisse pas de fissures, on ne se permet pas de faire d'erreurs. Et moi, je pense que, quelqu'un me disait, est-ce que certains ne pouvaient pas céder de place à d'autres? Est-ce que chaque personne, chaque candidat ne connaissait pas sa situation? Par exemple, moi, je le dis ici, c'est vrai, il n'y a personne de BR sur ce plateau, enfin, invité comme tel, je voudrais dire, mais les gens de BR, j'ai appris que le dossier est déposé avec le quitus fiscal. Par exemple, moi je suis à la place des gens démocrates, je vais faire cela. Il n'y a pas de personne indispensable dans cette histoire. Donc, ce qui arrive, ce n'est pas seulement aux démocrates, mais ça arrive au pays. Moi, j'écoute les chaînes internationales, moi, j'écoute les informations sur le plan international. Ce qui se dit n'est pas vrai. Parce que, à parler aujourd'hui d'exclusion, par exemple, les règles qui ont été fixées pour tous les partis politiques. Et donc, tous les candidats ont respecté ces règles-là. Donc, on ne devait plus avoir quelqu'un qui ne va pas respecter ces règles-là et attendre à aller aux élections. Nous devons le dire haut et fort pour que, même à l'international, qu'on nous entende, qu'on ne nous tâche plus de... ils ont organisé une élection pour peu de choses. Si la faute est mineure, je ne sais pas si Kitty l'accepte, ils auraient raté les élections. D'accord. Ils auraient raté eux aussi les élections. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la Sénat a été professionnelle, rigoureux pour tout le monde. Et aujourd'hui, chacun ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour dire, à mon niveau, j'ai fait des erreurs. Et il faudra reconnaître publiquement qu'on a fait des erreurs. Et que c'est par rapport à ça qu'on n'a pas été... C'est vrai, c'est un gâchis pour avoir fait tout ça, pour avoir fait tout ce chemin-là, et arriver aujourd'hui à dire que parce que 2-3 personnes n'ont pas eu leur quitus, et qu'on va rater, on va manquer d'aller encore une fois depuis la réforme partisane, d'être à la compétition. Moi, je disais quelque chose, et je le redis encore ce soir, c'est gâchis, parce que tout ce tapage-là, c'était de campagne électorale fait pour quelqu'un, au profit de quelqu'un. Et finalement, ils ne sont pas sur la ligne de départ. Bon, tant pis. Joël Ataï Gedegbe, évidemment, ils sont pas là. Oui, non, vous aurez la parole. Ça fait deux tours.
vous n'avez pas la parole. Vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Ok. Non, tout compte fait, j'ai le chrono. Hein. Oui, vous allez j'aurai chaque part de parole. On va pas faire d'acharnement sur le parti des démocrates parce que de toute façon, on a essayé de les avoir, mais on comprend la complexité de leur journée. Déjà, pour ceux qui nous suivent, il n'y a pas... particulièrement, le plateau n'est pas un aparté, mais on a essayé d'avoir le plus de partis politiques possible. Voilà. Jonathan Guébé, comment vous voyez ce recours sans pour... qu'on ne puisse pas se prévaloir de ses propres turpitudes pour et prendre tout le monde à témoin, mais me faisant aussi l'avocat du diable, sans jeu de mots, je dirais quand même qu'il est possible et qu'il y ait des circonstances atténuantes. Et il peut y avoir des erreurs. Tout choix est discutable et il ne m'appartient pas de me prononcer sur les choix de positionnement qui ont pu être faits à l'intérieur de chaque parti. J'en sais rien, je ne suis pas à ce niveau-là. Et donc, je ne saurais avoir cette prétention. Mais donc, si stratégiquement, certains partis ont positionné tel et pas tel autre, bon, c'est leur droit le plus absolu. C'est de l'ordre de la stratégie. Et Céphis Biwagé me confirmera que peut-être en dehors du bloc républicain qui a déposé des dossiers en guillemets complets, et d'autres n'étaient pas loin de cette complétude-là. Et les fortunes étaient diverses probablement, et peut-être qu'il y a eu un engorgement qui a été fatal aux démocrates. Et ça, c'est un apprentissage, malheureusement. C'est à leur dépens aujourd'hui, mais on peut aussi questionner la loi et dans son interprétation, dans la manière dont la Direction générale des impôts s'est débrouillée avec. J'ai la faiblesse de croire qu'il y a eu, et comme on a connu il y a 2 ans sur sur les dispositions transitoires où les calendriers sont chevauchés, j'ai la faiblesse de croire qu'il a pu y avoir une difficulté de ce type-là, et sans parler d'acharnement de la DGI. Parce que si la DGI même lâche de bonne foi les quitus, mais au dernier moment, ça vous met la pression pour vous faire examiner au niveau de la Sénat. Peut-être qu'à ce niveau, il y a des leçons à tirer et peut-être qu'il y a un examen un peu plus attentif à faire. Mais sur le terrain politique, il y a des fautes qui sont fatales, qui se payent cash, malheureusement. Et ça, c'est de la responsabilité de ceux qui ont cru devoir jouer comme ça avec les aspirations d'une grande partie de la population. Malheureusement, il n'y a que les élections pour décider de qui est représentatif de quoi, qui est majeur ou qui est important. Et donc, il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que tant qu'on n'est pas passé par la case suffrage universel, il faut se garder également de certaines postures. Et gageons que l'opinion internationale, mais surtout l'opinion publique nationale, aura tout le discernement nécessaire si les responsables eux-mêmes ne prennent pas sur eux d'expliquer effectivement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on veut bien faire comprendre, entendre, et peut-être le dessous des cartes auquel on n'a pas accès. Voilà. Julien Kitty. Oui. Enfin, d'accord. Non, je pense que pour ce qui s'est passé, il ne faut pas s'éloigner de ce que dit la loi. C'est d'abord ce qui s'impose à tous les acteurs. D'abord les acteurs politiques. Et au niveau de l'UDBN, je ne vous dis pas, chacun est censé avoir le code électoral avec lui, mais je vous fais pour la petite histoire, la présidente de l'UDBN a même acheté plusieurs exemplaires du code électoral qu'elle s'assurait de distribuer à chacun. Oui, parce que même au sein d'un parti politique, vous êtes embarqué dans un processus qui a un calendrier, comme M. Ataï Gadebe le disait, et vous constituez chacun un maillon de la chaîne. Dès que parce que vous n'avez pas compris ceci ou cela, vous faites autrement, ça peut retarder l'équipe. C'est de la même manière que
le parti politique qui va vers la Sénat devrait, au regard de la loi, interpréter, décrypter chaque comportement de l'institution Sénat. Et moi, je peux faire le témoignage qu'au niveau de l'UDBN, nous avons fort heureusement observé également, je le redis, qu'à la Sénat, je l'ai dit ailleurs, j'ai dit, mais qu'à la Sénat, vous y allez, on vous fait vivre dans votre tête plus le risque de passer, le risque positif, je ne sais pas si ça existe de dire ça, de passer que le risque d'échouer. Et j'ai vu des cadres et des responsables qui étaient à la disposition des partis politiques pour les éclairer. D'abord, vous venez dès le début, vous avez des explications sur comment ça va se passer. Des gens qui sont à votre disposition pour des travaux techniques qu'ils doivent voir avec vous. Voilà. Et donc, au-delà de la technicité, il y a une certaine mise en confiance qui fait que vous n'avez plus l'impression que, voilà, vous venez voir des gens qui ont pour premier objectif de vous chercher des failles pour vous éliminer. Et je vois ça comme le fruit de l'expérience, de la longue expérience qu'on a eue avec la Sénat, qui, en évoluant, le législateur a travaillé, a renforcé, au point d'aller vers la phase de pérennisation des acquis. Alors, derrière ça, je vois un résultat positif de la recherche d'une démocratie apaisée, stable. C'est très important pour nous au niveau de l'UDBN parce que nous sommes un parti de paix et vous savez, dans l'arène politique, on vous regarde beaucoup plus, vous demandez à quelqu'un d'apprécier un parti politique, 9 fois sur 10, la première question qu'on va vous poser, c'est un parti de la mouvance ou c'est un parti de l'opposition. Mais tous les partis, quelle que soit votre tendance, vous êtes d'abord parti, en principe, vous devez être parti du pays. Parti pour la stabilité du pays, pour la paix dans le pays. Et l'une des occasions qu'une nation a pour préserver cette stabilité-là, c'est de faire des élections et de façon régulière, à bonne date. Mais c'est encore, les élections constituent encore les occasions où le pays, la nation court de gros risques de tomber dans des escalades. Alors, dans ces conditions, chacun a un rôle à jouer. Et au niveau de l'UDBN, et ça c'est la culture permanente, c'est notre présidente qui le martèle tout le temps. Pour elle, elle dit, le parti peut avoir des intérêts, mais il n'y a pas de sacrifice plus fort pour le parti à faire pour préserver la paix et la stabilité et la non-violence. Et donc c'est ce que, vous voyez, quand les gens comprennent les règles du jeu, quand en plus d'avoir la loi à leur disposition, on dit l'une est censée ignorer la loi, oui. Mais celui qui vient à la Sénat, s'il n'a pas lu correctement la loi, ou il a lu la loi et les enjeux, les passions du moment font qu'il peut se comporter d'une manière donnée, la manière dont on l'accueille, ça peut permettre d'avancer. Et pour l'expérience des autres, c'est vrai, je suis là en tant que porte-parole de l'UDBN, mais mon ami de gauche disait tout à l'heure que, M. Anagon disait tout à l'heure que ce qui arrive au pays, parce que ça nous intéresse également de savoir que ce qui se dit à l'international, c'est interprété autrement. Vous écoutez les questions qui sont posées aux responsables des démocrates, par exemple. Toutes les questions sont orientées. Est-ce qu'on va encore vous empêcher d'y être? Est-ce que vous êtes sûr d'y être? Et puis, les réponses aussi vont dans ce sens-là. Mais il faut pouvoir expliquer correctement pour que les gens comprennent que il y a des règles qui sont là. Maintenant, la Cour constitutionnelle est là pour gérer, elle est souveraine. Ces décisions sont sans recours. À cette étape, les démocrates exercent encore leur droit d'aller devant la Cour constitutionnelle. Ça aussi, c'est un comportement de paix qu'il faut saluer parce que je n'ai vu aucun responsable d'aucun parti tempêté dans la cour de la Sénat. On a vu par le passé. Et puis voilà. Donc je pense que globalement, le processus se déroule bien.
Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette question? On peut même commencer par faire une sorte de bilan des réformes mises en œuvre. Parce que, à l'arrivée aujourd'hui, on est parti, quand on regarde ce que dit le programme d'action du gouvernement, c'est au niveau du pilier 1, c'est le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Et quand les réformes ont été lancées, il y a eu toutes sortes de résistances et beaucoup pensaient, à tort ou à raison, que ce qui se mettait en œuvre venait à affaiblir l'état de droit et la démocratie. Mais ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous évoquez très bien, au niveau de la professionnalisation de la Sénat, c'est qu'on est parti avec une direction générale des élections aujourd'hui, des directions techniques en charge de ceci ou de cela, et des recrutements très professionnels où vous constatez que au-delà de... Vous avez un personnel de gens, excusez-moi, au-delà de nouveaux, mais des gens aussi que j'ai vu il y a un alliage. moment. Au-delà donc de l'instance politique qui intègre tout ce que le Parlement secrète en termes de majorité ou de minorité, et donc des forces politiques, le chef de file de l'opposition qui a désigné. Parce qu'il faut que cette Sénat soit aussi perçu comme, au niveau politique de management, qui a toutes les composantes déjà. Et donc, au niveau technique, ce que nous voyons, c'est ça qui permet d'atteindre aujourd'hui les résultats. Et donc, le renforcement de la démocratie qu'on note, parce que les élections pour la démocratie, ce sont les meilleures occasions d'appréciation. Ce qu'il se passe aujourd'hui nous permet de dire que les réformes, elles ont été bien pensées et elles sont mises en œuvre. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que en ce qui concerne les démocrates, puisqu'il faut le dire ainsi, les tests n'ont pas changé depuis 3 ans. Depuis 2019, ce sont les mêmes tests. Il faut s'en féliciter. Oui, les tests n'ont pas changé. Il ne faut pas qu'on puisse dire « Ah non, attention, à la veille des législatives de 2023, on a modifié, on a introduit des aspects dedans pour écarter, pour éliminer. » Donc, ce sont les mêmes tests. Je précise qu'en 2018, le code a été adopté par un nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui des tenants majeurs de l'opposition des démocrates. Voilà, donc, bien entendu. Donc, la raison de plus. Mais c'est que depuis 3 ans. La question même du quitus fiscal était déjà à l'ordre du jour depuis 2018. Et donc, depuis 2019, depuis 3 ans, quand un parti n'a pas pris part aux élections en 2019, donc les dernières législatives, et se prépare pour les législatives qui arrivent, toutes ces pièces qui sont énumérées sur le code électoral, tout ce qu'on attend d'un parti politique, eh bien, c'est un cheminement, il faut se préparer. Et sur les questions de sélection aussi, parce qu'il faut être très rigoureux sur ça. Si vous ne commencerez pas à checker les vôtres qui sont à même ou qui ont une appétence pour les élections, vérifiez aussi qu'ils sont en règle vis-à-vis du fisc, vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Peut-être qu'il n'y a pas que le fixe. Il faut voir des questions de nationalité, peut-être qu'il y en a des questions de résidence, puisque la loi a clairement énoncé les pièces. Et ce n'est pas une loi votée l'année dernière, ni à 6 mois des législatives. Donc, ceux qui n'arrivent pas à se mettre en règle, c'est bien dommage, parce que ça fait quand même mal que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Mais il faut se dire, mais qu'est-ce que nous n'avons pas pu faire? Puisque le code est très rigoureux. Parce que beaucoup de compatriotes se disent, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas changer ceux qui sont en difficulté là? Est-ce qu'on ne peut pas les retirer? Et pourquoi est-ce qu'ils sont tenus d'être là? Non. Une fois que la déclaration de candidature est faite à la Sénat, déposée, il n'y a plus de possibilité de remplacement, sauf en cas de décès ou de doublon. Et il n'y a plus de possibilité de déplacement de position non plus. Parce que hier, on a tiré des leçons de ce qui arrivait à des partis politiques où des machinations étaient possibles au niveau de la Sénat. Hier. Et donc, nous allons vers un perfectionnement très intéressant de nos processus électoraux et il faut s'en féliciter. C'est également très bon pour les réformes. Voilà, nous irons en régie rapidement pour voir cet élément sur le contentieux avant de revenir vers vous, Georges Anangounou, sur ce recours introduit par le Parti des démocrates au niveau de la Cour constitutionnelle. L'avis du consultant politique Agapit Napoléon Maforika. La question aujourd'hui que relaie, c'est par rapport sans doute à l'administration des impôts et
et au parti, les démocrates. Bien sûr. Le problème qui se pose, et que ça c'est de l'avis du consultant, je l'ai dit, l'administration des impôts n'a pas affaire à un parti politique. L'administration des impôts a affaire aux individus. Ce que je soupçonne dans cette saisine, je me demande si il n'y aura pas une sorte d'incompétence ou bien défaut de qualité. Parce que si c'est un recours contre le DG des impôts, et c'est le parti des démocrates, ça pose un problème. Qui a qualité? En fait, le parti, les démocrates, n'a pas un contentieux avec le DG des impôts. Exactement. La pièce qu'on réclame est une pièce individuelle et il n'y a que le requérant qui peut peut-être saisir la Cour constitutionnelle. Donc, dans le cas d'Express, on va attendre un peu la décision de la Cour, mais il est évident que quand vous les analysez, vous entrez, ça c'est mon avis à moi, quand on rentre dans le fond du dossier, la cause du Parti des démocrates serait difficilement entendue parce que l'acte en question est un acte individuel et vous devez être à jour vis-à-vis des fiscs. Et si vous n'avez pas ce document, c'est que vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du fisc. Voilà, Jean-Jean Agonou, je reviens vers vous. Le consultant politique Agapit Maforikan pose un problème, pose une question assez intéressante, vous allez réagir là-dessus. Étant donné que les pièces, on va dire, querellées sont des pièces individuelles, est-ce qu'il n'y a pas un problème de qualité pour la saisine devant la Cour constitutionnelle, puisque là, c'est le parti qui se met en avant, alors que le fond de la question, ce sont des quittus fiscaux de certaines personnes, je crois 3 personnes, pris individuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Sans présager de ce que la Cour constitutionnelle en dira ou pas. Sociologue, je suis fier de l'être en fait. Donc, jury, c'est pas trop ce que j'avais envie de faire. Parce que souvent, les jurys, justement, c'est pour vous dire, ils mélangent les choses, l'autre dit le vrai, l'autre dit le contraire et tout. Et donc, non, Kitty, sois pas gêné, je connais. Et donc, heureusement que Agapit dit, il faut qu'on attende. Oui. Parce que je voudrais dire, il ne faut pas traiter le dossier avant la Cour constitutionnelle. C'est le risque qu'il ne faut pas prendre, c'est ce que je voudrais dire, et par rapport à ce que Agapit déclare. Donc, il faut qu'on attende que la Cour rende sa décision pour savoir si la Cour elle est compétente ou bien la personne qui a fait la saisine est compétente ou pas. Moi, je ne voudrais pas... vous savez, nous sommes dans une période très sensible, en fait. Et à cause de ça, il ne faut pas se permettre... Et de dévancer les choses pour qu'on prête une intention d'eux ou bien c'est qu'on veut téléguider. Vous avez vu tout à l'heure ici. La Cour constitutionnelle. Vous avez vu ce qu'on a fait ici et sans se concerter, chacun a apprécié le professionnalisme au niveau de la Sénat. Pourquoi nous avons fait ça? Parce que nous pensons que le comportement de la Sénat doit conduire à la paix. Vous voyez? Doit conduire au fait que chacun va se dire on ne m'a pas brimé et par rapport au fait que je n'ai pas été brimé à la Sénat, la paix continue de faire son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi ici, nous n'avons pas cherché à apprécier le comportement de la DGI. Parce que moi j'ai entendu aujourd'hui, ce matin par exemple, enfin, par rapport à ce qu'Agapit, c'est ce que je pense, il faut qu'on fasse attention pour laisser la Cour dans la sérénité de juger les choses. Et vous allez voir que cette sérénité que nous avons notée au niveau de la Sénat, si ça continue, eh bien, les choses vont se passer et chacun doit chercher à aimer ce pays-là. C'est notre obligation. C'est pourquoi, vous savez, depuis 5 heures, 6 heures, quand je me lève, j'écoute les informations à l'international et je regarde ce qui se passe sur le terrain. Et je demande à quelqu'un, mais venez chercher le code électoral. Ce dont on parle, ce n'est pas hier que ça a été créé. Vous voyez ce que il vient de dire, c'est depuis 3 ans. Et c'est pourquoi j'ai dit rapidement, pour moi, celui qui devait être le plus près, le parti qui doit être le plus près, c'est les démocrates. C'est les démocrates. Mais Jules Lojouan a dit quelque chose aujourd'hui sur RFI et je voudrais m'attarder un peu là-dessus. Il dit, ce que nous reprochons... C'est lui qui a parlé en premier de la saisine de la Cour constitutionnelle. Il dit, ce que je reproche, ce qu'il semble reprocher à la DGI, il dit, vous déposez les dossiers et c'est 4 jours après qu'on vous fait les notifications. C'est quelque chose comme ça. Il était en train de pour dire, celui à qui on reproche aujourd'hui d'avoir des dettes vis-à-vis des impôts a fait certainement un premier exercice qui trouve que, bon, je suis bon. Vous savez, par rapport au fisc, on semble toujours oublier. On fait d'oublier par rapport au fisc, c'est connu. Il trouve qu'il est déjà bon. Il allait déposer son dossier. Et on attend 4 jours après
pour lui relancer, pour lui faire des observations. Ça fait un. Deux, je n'ai pas trop entendu que les gens puissent venir dire non, c'est faux, je ne dois rien. Et j'ai lu aujourd'hui un juriste fiscaliste dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit, par rapport au fisc, il y a le processus qui vous permet de contester, si vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres. Est-ce que le temps leur a permis de contester? Parce que vous pouvez, on peut dire, le fisc peut dire 1 milliard, vous contestez, et de recherche en recherche, on peut trouver finalement que peut-être c'est 200 millions que vous devez. Mais pendant que vous êtes en train de faire ça, c'est que le délai de la Sénat est passé. Et donc, vous pouvez, banalement, rater les élections comme ça. Je pense aussi que ce sont des choses que nous devons revoir pour que tout se passe dans la sérénité, parce que ça me gênerait. Je suis d'accord ici et je dis, tout le monde doit comprendre que ce qui est appliqué aujourd'hui, c'est ce qui doit être appliqué. Mais ça me gênerait si, après recherche et après étude et contestation, on trouve après que ceux à qui on reproche 800 millions aujourd'hui, en réalité, ne devraient que 200 millions. À mon avis, ce serait aussi un gâchis. Oui, Julien Kitty, par rapport à l'opinion de notre consultant politique et votre commentaire. Oui, ensuite. absolument. Le consultant politique a eu raison de dire que ce que je retiens de son intervention, c'est que nous devons replacer chaque institution, chaque acteur dans les limites de ses prérogatives. Il y a ce que la DGI peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire à la place des partis politiques. Il y a ce que les partis politiques aussi, face aux contingences là, aux situations imprévues, ne peuvent pas faire. Lorsque vous allez déposer votre demande de quitus fiscal au niveau de la DGI, il y a eu des séances en amont entre la DGI et les partis politiques. Lorsque vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas suffisamment parlé de la DGI, non, à ce niveau également, sans que ce ne soit parfait, le travail qui se fait. On n'a jamais dit qu'au niveau de la Sénat, c'est parfait, mais on a constaté une évolution et la dynamique suit son cours. Au niveau de la DGI également, mais ils ont fait un effort. J'ai trouvé quelqu'un qui a pris le quitus fiscal une fois, a dit, mais le DG, là, il a eu du travail, hein. Il n'a même pas délégué sa signature. Il a signé tout. Non, il ne peut pas. Non, attends. Il peut pas. Non. Celui qui s'étonnait ne faisait pas un débat. C'est bien d'avoir son petit. Allez-y. Non, mais attendez. Non, c'est juste. Attendez, je ne suis pas. Non, attendez. Continuez. Je ne suis pas. C'est bien d'être riche. Non, je ne suis pas en train de faire le griot de la DGI. Non, le premier jour, j'ai eu la chance d'aller à cette séance-là, au nom de notre parti, des rencontres préparatoires. Mais j'ai dit au DG, au directeur général des impôts, je lui ai dit, mais monsieur, en 2019, sans être véritablement proche de ce qu'on disait là, ou je ne sais pas si c'est en 2020, à un moment donné, j'ai eu la faiblesse de me dire, est-ce que le monsieur là ne met pas tout le monde en difficulté, il ne joue pas les capricieux et tout. J'ai dit ça comme ça. Mais quand il a donné des explications, j'ai dit, mais avec tout ce que je viens d'entendre, ça veut dire que vous avez tiré le son de tout ce qui a été fait. Et aujourd'hui, vous allez voir, le débat de suspicion autour de la DGI a été moins fort, même si certains ont voulu le faire. Alors, lorsque vous déposez ça, la DGI vous dit, vous demandez votre situation fiscale, a dit à ce que chaque parti politique demande à ses militants qui ambitionnent d'être candidat, de demander leur situation fiscale. C'est personnel. Si un parti ne sait pas vous obliger même à aller demander, si le parti s'empresse même d'aller demander votre situation fiscale à votre place, ça peut être même une violation de la loi. C'est vous qui demandez. Et ça, il n'y a pas à attendre une période électorale. Vous pouvez demander ça à tout moment. Vous demandez, on vous le tire. Vous réglez vos impôts si vous en avez, on vous le tire, on vous le ramène donc à zéro. Et il a été demandé qu'au niveau des partis politiques, si c'était possible de les regrouper, même les demandes, ça veut dire quoi? Le parti a dû interroger les militants qui veulent être candidats. C'est pas la DGI à un moment donné. Oui, non, mais après, la DGI a fait un travail également. Je dis, un processus électoral, c'est dynamique. Les situations peuvent... Prenez la simple situation, le simple problème de connexion qu'il peut y avoir. Lorsqu'on vous dit, lorsque vous avez fait la demande, 72 heures après, on doit réagir. La connexion peut faire, Internet peut faire, par exemple, au bout de 72 heures, on n'ait pas pu vous donner ça. Ça fait aussi que nous oublions que des jours non ouvrables
la DGI a régulièrement sorti des communiqués pour dire que vous devez venir. Ça veut dire que, non, ça veut dire que chacun a travaillé à ce que le pays puisse s'en sortir finalement. Bon, maintenant, pour ce qui est devant la Cour constitutionnelle, non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que nous ne voulons, on a tout ce qu'on va dire ici, c'est pas ça qui va influencer la Cour constitutionnelle, mais on peut émettre des hypothèses. La Cour est chargée, elle est autorisée à interpréter, à dire voici ce que la loi dit là, voici ce que ça signifie, et au regard de la réalité, voici ce qu'il faut retenir. La Sénat applique. Mais on verra, la Cour certainement ira voir la relation que l'individu candidat, le parti politique a eu avec la DGI. Il y a des lois qui régissent le secteur des impôts. Est-ce que ces lois ont été respectées? Mais après, la Cour constitutionnelle ne va pas s'éloigner du code électoral. La Cour constitutionnelle verra, est-ce que dans les délais où il faut déposer ces quitus-là, vous les avez déposés? Est-ce que quand on vient déposer les corrections sur la base des observations de fond, est-ce qu'on est encore autorisé à dire il manque une pièce, je ne l'ai pas amenée parce que là où on doit me délivrer ça, on ne me l'a pas donné. Si la loi ne permet pas ça, tout le monde aura beau avoir la volonté que tous les partis politiques soient dans la compétition, mais on devra faire chose. Maintenant, la prérogative, la souveraineté revient à la Cour constitutionnelle de le faire. Oui. Et je pense que la manière dont, la célérité avec laquelle le recours de NFN a été traité, Nouvelle Force Nationale, oui, nous montre que ceci aussi... Très bien. Ça, pour les démocrates aussi, ça va vite se faire. Non, mais malheureusement, sans être... vous voyez, sur cette question, on enlève nos manteaux partisans pour dire on aurait pu faire autrement et la compétition allait être entre tout le monde, tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition et ceux qui sont de la mouvance présidentielle aussi. Oui. Sur cette interprétation. Il y a une question de délai. Les recours, déjà, c'est 48 heures quand la Sénat vous notifie le rejet. Ou, voilà. Et puis aussi, la Cour, elle est encadrée, c'est 5 jours. 12 heures pour les 5 jours pour la Cour constitutionnelle. Bon, ça c'est pour la Cour constitutionnelle. Vous avez dit Sénat. Non, pour les partis, 48 heures après le rejet, vous devez saisir la Cour constitutionnelle. Voilà. Et donc, bon, ce qu'il faut retenir, en tout cas, au niveau de nos progressistes, le renouveau, en arrimage avec la nouvelle offre politique, c'est qu'il y a une pédagogie du quitus fiscal qu'il faut apprécier. Il y a des leçons qui sont dedans. Il y a des leçons liées, premièrement, à l'éducation fiscale de nous tous. C'est parce qu'on arrive à une période où c'est celui qui veut aller demander le suffrage, mais ça concerne en principe nous tous dans la communauté nationale où nous sommes. Est-ce que nous sommes à jour? Est-ce que si nous qui sommes sur ce plateau, on interroge nos situations fiscales, est-ce que nous montrerons patte blanche? Parce que c'est une démarche pédagogique qui est en cours là. Et pour les acteurs politiques... Moi, j'ai eu mon quitus fiscal. Tu vas aux élections. Tu vas aux élections législatives. Tu es très gentil. Et je peux vous jurer, ça devient quelque chose d'intéressant. Il faut demander à tout moment. Pour les acteurs politiques, c'est encore plus qu'on attend d'eux. Il y a une exigence morale et éthique d'être à jour. Et vous le dites si bien, à tout moment, on peut demander sa situation fiscale. Ceux qui avaient un intérêt au processus électoral dans les partis politiques où ils sont, depuis les législatives de 2023, sont annoncés depuis 2019. C'est un calendrier qui suit son cours. En 2020, je vérifie ce qui est à faire. En 2021, je vérifie, ainsi de suite. Je vérifie pour éviter toute situation de surprise. Parce que l'autre chose, l'autre pédagogie ou l'autre leçon qu'on peut dégager, c'est ce qui est en lien avec le mélange des genres. En gros, vous voyez parfois des acteurs politiques un peu trop intéressés aux activités économiques et donc l'IFU qui peut se rediriger vers les entreprises et il y a des choses qu'on découvre là-bas. Parce que peut-être les membres des partis politiques ne disent pas suffisamment à leurs responsables ou à leurs autres camarades, eh bien, je suis chef d'entreprise, parfois vous découvrez que mais le bonhomme, il a enlevé un marché, entre-temps, il ne s'est pas régularisé. Il y a des surprises comme ça, certainement, qui sont arrivées sur le chemin. L'autre chose aussi qu'on peut retenir, c'est
c'est cette pédagogie en lien avec l'accumulation de biens. Parce qu'il y a une leçon dans ça. On jette la pierre à personne. Ouais. Mais c'est que quand plus vous amassez, c'est qu'au jour de rendez-vous de cette nature, eh bien, on va vous sortir... J'allais vous reprocher, de reprocher aux gens d'avoir des biens. Non, je ne reproche pas. Mais il y a que lorsque vous êtes en train de faire cela, vous devez penser. L'autre petite leçon que je retiens, quand vous cédez des biens, vérifiez que les acquéreurs ont fait des mutations. Parce qu'il y a ces éléments dedans. Des voitures qu'on a peut-être vendues, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous sur le plateau. On n'a pas toujours suivi la mutation. Des biens immobiliers qu'on a acquis, on n'a pas toujours suivi la mutation. Et ça, c'est revenu. Il y a des cas que je connais, c'est revenu à beaucoup de gens qui se sont dit, mais moi, j'ai rien. Mais on dit, non, mais il y a telle chose que vous aviez. On dit, non, mais je l'ai vendu. On se rend compte que c'était toujours en place. Quelqu'un qui dit, il y a une voiture qui ne conduit plus. Donc, il y a une leçon. On dit que c'est devenu une épave, c'est au garage et tout. Ah, mais attention. Et l'administration fiscale, contrairement à ce qu'on peut penser pour dire, non, en 4 jours, on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela, elle a des pouvoirs de fouiller. Elle a des pouvoirs de fouiller, de vous revenir avec des situations pour vous dire, mais il y a telle situation. Et quitte à vous d'apporter des contradictions. Voilà, en gros. Donc, on note une pédagogie politique sérieuse autour de cette question de quitus fiscal. C'est pour l'avenir. Il faut que les acteurs se disent désormais, on sait beaucoup plus à quoi s'en tenir. Voilà, Jonathan Guédégbé, sur l'extrait qu'on a suivi. Oui, sur l'extrait, je dirais que, oui. En partie, c'est une question individuelle, comme le casier judiciaire. Oui. Mais en l'espèce, c'est les partis qui compétissent aux élections. Et donc, ils ont qualité pour introduire des recours. Individuellement, les candidats également sont fondés à introduire des recours, notamment au niveau de la circonscription où ils se présentent. Et donc, l'un dans l'autre, la Cour saura apprécier qui a qualité. Et sur les questions de délai, je pense qu'ils y sont. Sur la qualité, on verra, ce sera vite tranché. Et en tout cas, le débat aura lieu avec leurs avocats. Et puis, à travers les mesures d'instruction de la Cour constitutionnelle, j'ose croire qu'on y verra un peu plus clair dans ce qui s'est joué à la DGI. Et elle n'est pas exempte de reproches dans son organisation, dans sa manière de notifier ce qu'on doit. Mais vous l'avez suffisamment dit, une leçon essentielle de cet épisode, c'est que nous devons tout faire pour nous enquérir de notre situation fiscale et ne pas attendre le dernier moment. Mais là où il y a conflit d'intérêts, là où certains sont à multiples casquettes, pour ne pas dire des opérateurs économiques, pendant qu'ils sont aussi sur le champ politique, ce n'est pas interdit. Mais donc, ils connaissent les règles de la compétition économique où le quitus fiscal est également convoqués. Et donc, ils ne sont pas complètement démunis. Ils ne découvrent pas, pour tout dire. Et donc, il est malheureusement un peu insidieux de prendre l'opinion à témoin comme si de rien n'était, comme si, comme des vierges effarouchées. Et voilà, pour tout dire. Et le citoyen lambda fait l'effort de s'acquitter de ces taxes et impôts. Et il n'y a personne, même au niveau des partis politiques, qui plaide suffisamment la cause des petites gens. Et donc ce débat peut devenir très rapidement négatif pour l'image de la classe politique si on y prend garde. Et je félicite les partis qui ont essayé de tamiser, de mettre un peu de côté ce qui n'était pas très présentable. C'était des précautions utiles, c'était des leçons également en interne, parce que à ce niveau de représentativité, l'exemplarité est quand même fortement attendue. Au fond, maintenant, on attendra le verdict de la Cour constitutionnelle. Et on espère que
elle fera œuvre de juge de paix pour nous situer. Oui. De toute façon, sa décision il est important qu'on apprenne à accueillir les décisions quand elles sont bien fondées et que ça nous fasse évoluer et que le législateur également comprenne peut-être ce qu'il lui reste à faire de travail pour mieux préciser les choses. Et en lien avec la Sénat qui a été confrontée à des difficultés depuis le début de ce débat, la préparation de ces élections. Georges Anagounou l'a posé sur la table plusieurs fois. Et c'est ce qui se passe déjà, on va dire, en griffe par l'international, parce que ce n'est pas assez... Il faut s'en préoccuper, mais bon, ce n'est pas un tintamarre non plus. Sur une chaîne radio que nous connaissons tous bien, ça fait déjà 2 fois, je crois, que les responsables du parti, certains responsables du Parti des démocrates ont parlé de la position de leur parti. Les éléments de langage sont connus. Exclusion, nous sommes en mauvaise posture, c'est fait à dessein, ainsi de suite. Est-ce que, pour le coup, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, aujourd'hui, sur ce plateau, et je pense que c'est ce que pratiquement beaucoup de gens pensent, quand même le processus est assez transparent, est-ce que... quand l'image du pays est en jeu, encore une fois, quelle est la responsabilité de tout un chacun par rapport à ça? Je reste avec lui. Oui, à commencer par vous. Non, elle est évidemment de ne pas peindre en noir pour peindre en noir, d'apprendre à reconnaître ses torts. C'est pas, je le dis souvent, on n'est pas juste de manière spontanée, pour être dans la vérité, la sincérité. Alors qu'on est sur le terrain de la dissimulation, de la stratégie. Et c'est parfois de bonne guerre. Jules Léandre, sur le plan de la communication, ne me démentira pas. Je ne dirais pas non plus que tous les coups sont permis, mais il arrive un moment où il faut que le débat soit assaini, que les éléments de langage soient quand même choisis en connaissance de cause, parce que de ces éléments, parfois, on peut enflammer définitivement une situation et compromettre la paix qui nous est chère. Et ne pas pouvoir être sur la ligne de départ pour une élection, est-ce que c'est la fin du monde? J'ose croire qu'au fond, d'eux-mêmes, les uns et les autres, pourront se convaincre et qu'il y a toujours une possibilité de rebondir, de tirer le son de ces échecs, même de ceux dont on a été victime. Et pour le reste, chacun doit être responsable de ses mots, de ses choix, de ses options. Voilà. Je vais m'adresser avant à Georges Anagounou aux deux, on va dire, encartés sur ce plateau. Comment vous voyez ça, comment vous voyez ce positionnement-là de votre côté? Parce que ça engage toute la collectivité. Pour le moment, on n'a vu aucun notre parti monter au créneau, sauf si je dois faire foi à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu l'élément. Le président du parti FCBE a quelque peu, Paul Rongbert a quelque peu, on va dire, répondu indirectement. On sait qu'il y a une guerre insidieuse entre ces deux partis de leadership, a répondu quelque peu, a tensé quelque peu les démocrates sur ce point. Mais au niveau de l'UP Le Renouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Non, vous savez, la communication politique, c'est au demeurant une communication de manipulation de l'opinion. Chacun tirant le drap de son côté, soit pour montrer qu'on est en position de victime ou qu'on est en position d'être en train de bien faire. Mais et vous le dites si bien, M. Ataï-Gedegbe aussi le dit, moi je crois qu'il faut faire attention à jeter de l'opprobre, du discrédit sur le pays, parce qu'on ne gagne rien à le faire. Quand on veut tirer le drap, il faut faire en sorte qu'il ne se déchire pas à la fin. Parce que s'il se déchire, je ne sais pas pourquoi on l'aurait tiré, où est-ce qu'on se couchera. Sur cette communication, moi j'ai pu entendre un des responsables démocrates parler qu'il faut aller à un compromis politique. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais à quelle fin? Parce que on n'est pas là. Il y a des tests, il y a des délais, il y a tout à respecter. D'où sort cette question de nécessité de compromis politique pendant que, il y a des partis qui sont éliminés, donc certains n'ont même pas cherché à compétir. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, il y en a qui, carrément, se sont certainement, ils n'ont pas trouvé un intérêt particulier à ces élections et ne sont pas venus, peut-être pour des difficultés ou des choix à eux. Et donc, quand cette communication qui tente
à montrer que on est en difficulté et que c'est une logique d'exclusion. J'ai dit ici tantôt, les tests n'ont pas changé. Les tests étaient là depuis quelques années. Il n'y a pas eu de nouveaux articles intégrés. Il n'y a eu aucune modification du code électoral. C'est quand même qu'il faut le dire. C'est à la suite du dialogue politique. C'est à la suite. 2019 que le délai de grâce de 3 jours a été ajouté. Voilà. C'est plutôt une avancée dont tout le monde a pu tirer profit. Quand on arrive à ce niveau, parce que quand la communication là, ne précise pas, et je crois que il va y avoir ce qu'il faut par rapport à ça, ne précise pas qu'il n'y a pas de nouveaux articles qui viennent éliminer qui que ce soit. Et que il faut aussi évoquer que d'autres partis politiques, autant que apparentés à l'opposition ou de l'opposition ou de la mouvance, ont eu des difficultés liées au quitus fiscal. C'est ce qui ne se dit pas suffisamment aussi. Et donc, quand à l'arrivée, on note ce qu'on a noté, que cette communication s'amplifie pour montrer qu'on est en difficulté, qu'on est exclu, et je crois que ce n'est pas suffisamment fondé. Ce n'est même pas fondé de dire aujourd'hui qu'il y a eu exclusion. S'il y a exclusion, c'est les tests qui ont exclu, et pas autre chose. C'est les tests qui ont exclu. C'est une question de préparation politique aussi, qui peut-être a exclu. Parce que moi, je continue d'insister sur le fait que ceux qui avaient un intérêt à prendre part aux élections devraient regarder leur situation fiscale, leur situation administrative. Il y a d'autres choses. Il faut regarder si vous êtes à jour pour prendre part à une élection. Quand on voit que le moment où on commence pas à délivrer le quitus paraît court, mais en amont, on a eu tous les mois et toutes les années pour se mettre à jour. En temps normal, est-ce que dans une démocratie sérieuse et normale, on doit même parler de quitus fiscal? Tout le monde devrait être à jour. Ailleurs, où les démocraties que nous regardons, que nous apprécions, les gens sont à jour régulièrement vis-à-vis du fisc. C'est totalement bizarre, nous, dans notre contexte, qu'on soit en train de chercher chez des acteurs politiques ce document, en fait. La preuve. Parce que moralement, ça implique un biais dans l'exemplarité que l'acteur politique doit montrer, dans la citoyenneté même. Il faut regarder la question entièrement. On devrait être tous à jour, en temps normal, si on était dans une démocratie suffisamment structurée. Tout le monde est censé être régulièrement, chaque année, au top par rapport à ses impôts. Non, moi je pense, et je prends par le dernier bout de l'intervention de Béo Aguiar pour dire, moi je ne me plains pas de ce qu'on ne soit pas, on n'ait pas tous les traits caractéristiques d'une démocratie excellemment structurée, d'un civisme tombé dans les compétences de vie courante de tous les Béninois. D'ailleurs, le régime du président Patrice Talon a eu bon jeu de dire, je suis le régime de la rupture. Nous sommes, vous voyez, dans tous les discours, on parle de réforme du système partisan. Qui parle de réforme dit que il y a une situation qui n'était pas tout à fait normale du point de vue juridique, du point de vue moral, du point de vue de l'organisation sociétale, qu'on veut corriger. Qu'on veut corriger, mais en mettant des garde-fous, en créant des moules que quiconque que vous ayez de votre maison, de par votre éducation personnelle, des réticences, des difficultés, que vous soyez réfractaire à un changement ou pas, les moules et tout ce qui a été tracé vous oblige à vous y mettre. Et dès que la communauté, dans sa grande majorité, adopte cette dynamique-là, il n'y a rien à faire, vous y mettez. Et maintenant, les élections, et moi je comprends, c'est une innovation, c'est une étape. Et je l'ai dit par rapport à... J'ai dit quelque chose ici la dernière fois, et je ne savais pas que la NEPI réfléchissait. On a fait un débat ici, je dis, je rêve, je plaide et je rêve pour qu'un jour, les certificats de résidence pour lesquels on court dans les mairies, où on se trompe de qui a signé, que tout cela passe par la digitalisation et qu'un jour, vous soyez là et que vous puissiez le faire.
Et quelques jours après, je me rends compte qu'au niveau de la NIP, on y réfléchissait. Et aujourd'hui, ça va arriver tel qu'on a commencé par faire les actes de naissance sécurisés et les CIP. Donc, c'est quelque chose du genre qui va arriver. Alors, c'est heureux qu'on ait pour le moment le quitus fiscal. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est que, comme ils l'ont dit, que la loi n'est pas variée de 2019 à aujourd'hui. Que le dialogue politique auquel j'ai eu la chance de participer, qu'on ait discuté d'un certain nombre de choses, et il y a eu des situations où on a demandé si c'était même nécessaire d'aller à la révision de la Constitution, on le fasse, et il y a des choses qui ont été introduites dans la Constitution. Lorsque on a fait tous les schémas, les sociologues sont ici sur comment promouvoir les femmes, on a trouvé d'autres manières pour décréter des quotas, pour favoriser les femmes, on a trouvé que c'est de la discrimination également. Mais lorsque on était au dialogue politique, et BO était là, et lorsque la présidente de l'UDBN a pris la parole, a dit cette fois-ci sur cette question, vous tous vous devez me soutenir, toute la salle a dit oui, on vous soutient, et elle a dit s'il faut aller à la révision de la Constitution pour que la représentation du peuple par la gente féminine puisse se faire de cette façon, aujourd'hui, regardez, tout le monde est d'accord. On va avoir un Parlement où, au pire des cas, vous avez 24 députés. C'est de la même manière que de députés femmes. Au niveau du quitus fiscal, ceux qui veulent être candidats, qui savaient, le parti, les démocrates, le parti est né quand? Vous voyez, quand vous prenez le parti même doit son existence à une conformité aux lois actuelles. Et ça implique donc de les respecter, de prévoir le respect jusqu'au bout. Je crois que personne ne nous regarde comme des gens qui se réjouissent de voir les démocrates ne pas être là. Voilà. Mais si on doit dire la vérité, autant nous nous réjouissons d'avoir une Sénat dont les roues sont bien huilées, d'avoir une DGI qui évolue aussi, autant il faut s'étonner de voir que des gens n'ont pas pu se dire, mais si nous mettons les délais, très bien, lorsque vous faites une demande de votre situation fiscale au niveau de la DGI, si jamais vous n'êtes pas d'accord, les temps de recours là, sont connus. Le calendrier de la Sénat a été dévoilé. Ça veut dire que le jour où vous déposez les dossiers, vous devez en tenir compte. Vous devez savoir que, et il a dit tout à l'heure, le candidat lui-même qui a demandé, ce n'est pas pour rien, le législateur, il a été très intelligent de dire, la demande de la situation fiscale est personnelle, individuelle. Si lui, il prend ça, si devant le tribunal de sa conscience, il ne peut pas se dire, je mettrai les intérêts de tout le parti en péril si je ne fais pas des déclarations honnêtes dès le départ. Parce que si je sais que j'ai fait des affaires et ça peut demander à ce que je paye beaucoup d'argent, j'en parle très vite. Et le parti peut décider de vous accompagner. Ça, c'est votre cuisine interne. Mais vous savez très bien que quand vous déposez le dossier, vous ne pouvez plus retirer celui dont vous avez déposé le dossier. Vous ne pouvez plus changer les positionnements. Si après vous demandez à ce que, s'il y a un problème, un contentieux avec la DGI, qu'on aille arrimer le calendrier de la Sénat au calendrier réglementaire pour que vous ayez satisfaction là-bas, il y a un problème. Bon, maintenant, là, on est en plein. On a quitté le droit, on a quitté les normes, on est dans la communication, la haute communication politique. Et moi, si on s'en tenait qu'à ça, si j'enlevais mon manteau de partisan, je dis, c'est intéressant de voir. Et ça me rappelle un débat dans lequel on s'est retrouvé il y a quelques années, où vous avez quelqu'un qui sait qu'il ne peut plus convaincre, il recherche l'effet de victimisation, mais en recherchant ça, il va utiliser quelques mots, un bout de phrase, qui lui revient de façon fatale. Mais j'ai vu mais on aura le feuilleton, les démocrates. On aura peut-être des révélations. J'ai pu écouter un audio sur WhatsApp aujourd'hui. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Quelqu'un qui a décliné son identité, d'accord,
et qui a dit qu'il était de la délégation qui était venue à la Sénat déposer. Et qui faisait le témoignage que le débat s'est fait en leur sein, je dis avec pincette, en leur sein. Et il a été question, il y a une tendance qui disait, bon, avant d'aller déposer là, ceux dont les dossiers peuvent être problème là, il faut les enlever. Mais après, vous connaissez comment ça fonctionne, les partis politiques chez nous. Il y a des gens qui, par eux seuls, constituent des voix prépondérantes. C'est plus que bien des gens qui ont des voix, des vétos qu'ils peuvent mettre comme dans une... Par rapport à cette question dans une assemblée de cette affaire interne, est-ce que peut-être que c'est... Bataille l'a dit, c'est de bonne guerre ou ce n'est que ce rapport de force symbolique, on va dire, qui ne reste que pour faire entendre sa voix, même si on met entre parenthèses, il y a toujours la décision. Je voudrais qu'il y ait l'éventualité qu'on fasse aussi tout ça pour ne pas participer éventuellement. Bon, il y a aussi cette hypothèse. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Toute dissimulation possible. Je me suis résigné au début de ce débat parce que je trouvais que faites tout ça pour ça, et si je tiens ce que vous dites, est-ce qu'on va faire tout ça pour ne pas y participer? Donc, je voudrais qu'on fasse un peu attention pour ne pas parler à la place des autres. Surtout qu'ils ne sont pas là. Et à la place des autres, parce que sur 218, c'est ça, 218, s'il n'y a que 4, si on a fait 3, voilà, si on a fait tout cet effort-là, c'est qu'on pourrait faire l'effort pour aller à la fin. C'est vrai que les gens disent déjà que... La communication politique intègre qu'on peut faire 99% de tout ça. Pour ne pas y aller. Donc c'est bien quand Kitty parle, c'est bien quand Kitty parle, je l'ai déjà dit. Par exemple, tout à l'heure on disait, on n'est pas fier qu'ils aillent pas, non, ne pas y aller, c'est laisser le terrain libre à quelqu'un. Ça peut ne pas vous profiter à vous, vous voyez ce que je dis. Et donc, vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces élections-ci, il y a d'autres qui sont plus attendus que d'autres. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais il y a d'autres qui sont plus attendus que d'autres. D'autres partis sont plus attendus que d'autres partis. Et un certain nombre de partis pouvaient ne pas participer, et ça ne dirait peut-être pratiquement pas grand-chose aux gens, comme un autre peut ne pas participer, et ça peut signifier quelque chose. Vous voulez dire que les démocrates étaient attendus? Non. Voilà, il faut le dire, il faut reconnaître cela. Et c'est vrai, il disait tout à l'heure qu'il semble que les gens ont retenu leur souffle pour dire qu'est-ce qui va se passer. On va voir. Est-ce qu'ils vont passer? Ce qui est bien, cette maturité que je voudrais reconnaître au peuple béninois, c'est que le temps que ça a pris, vous allez voir sur les réseaux sociaux, même des forums où les gens sont plus favorables et à ces gens-là, des gens, c'est-à-dire sont plus favorables aux démocrates. Les gens commençaient pas à comprendre. Et ils disent, mais c'est eux-mêmes qui ont fait. Moi, j'ai vu des forums où des gens ne disaient jamais ça, mais qui ont commencé par... Qu'est-ce que je voudrais dire? Le temps que ça a fait, les explications qui ont suivi permettent à chacun de savoir aujourd'hui que tout au moins, quel que soit ce que vous allez dire, on ne dira plus qu'on vous a exclu. Parce qu'il y a eu des explications du DGI, les efforts pour pouvoir faire cela. Au début, on a dit 17 personnes, après on est passé à 12, après, ça veut dire que c'est possible qu'on puisse avoir une quitus fiscale. Maintenant, est-ce qu'on a fait une erreur sur la composition, c'est-à-dire sur les 3 personnes? C'est vrai que Kitty disait qu'eux, ils peuvent faire jusqu'à 99% pour ne pas y aller. Et ça, le E que vous dites là, ça peut faire croire que c'est nous qui pouvons faire. Je vous ai dit, si on veut faire un débat purement dans la manipulation en communication politique, tout est possible. C'est juste une hypothèse. Et je ne dis pas... Ben oui, ça, je ne boude pas mon plaisir. Après, on ne compte que les bons moments de révision. On ne compte que les bons moments de révision quand on est admis à son examen. Sinon, après, on fait chose là. C'est après de dur labeur, s'il vous plaît. Allez-y. Kitty, il ne va pas me lâcher. Donc, en réalité, ce qui peut faire plaisir aujourd'hui, c'est ce souci-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au début, on a commencé par dire, la Sénat s'est bien comportée, du professionnalisme. Quand c'est comme ça, au début, on ne pouvait pas aussi dire la même chose de la DGI.
Disons les choses clairement. On avait cru que c'est la DGI qui était en train de brimer les gens. Par exemple, quelqu'un a dit, on m'a envoyé texto pour dire votre quitus est prêt, venez chercher. Et je viens 2 heures après, on me dit encore non, c'est pas vous, c'est une erreur qu'on a faite. De ces erreurs qu'il ne faut pas les faire, qu'il ne faut pas les répéter demain. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour l'image de notre Finalement, pays, il a eu cette personne. oui, donc on devrait l'avoir en fait. Les indicateurs. Voilà, En fait, beaucoup d'arguments sont tombés progressivement. non, de toute, voilà. C'est ça, en Et fait. que peut-être, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que par rapport, vous savez, les impôts disposent de tous les moyens de vous faire payer. Ah ouais. D'accord? Les impôts disposent de tous les moyens de vous faire payer. Quand nous donnions, quand nous donnions l'exemple d'autres pays, c'est pas facile à l'homme, sauf s'il est prêtre, il est chrétien, je ne sais pas, de se lever pour aller remettre son argent au fisc. Partout. Moi, je parle en connaissance de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Des redressements fiscaux, il y en a tous les jours. Moi, je suis ici, mais dans un autre pays, on me fait ça parfois. Et je cours pour aller payer. Donc, il y en a tous les jours. Vous voyez? Aujourd'hui, on demande l'exemplarité de nos hommes politiques parce qu'ils sont publics. Publics, c'est-à-dire qu'ils parlent en notre nom. D'accord? Jouer des rôles. Voilà. Et donc, le faire en notre nom, vous avez besoin d'être... Mais ce qui arrange la DGI, c'est que tous les Béninois payent leurs impôts. Ce n'est pas seulement limité à ceux-là. Qui arrange l'État. Oui, bon, l'État, la DGI au nom de collectivité. l'État, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est que tout le monde puisse payer ses impôts. Vous voyez ce que je veux dire? La pédagogie que nous devons nous donner. Et moi, sur ce plateau ce soir, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Tout le monde a... En fait, on comprend progressivement qu'on n'a pas exclu les gens des élections. Et nous devons avoir une pédagogie qui nous permet d'expliquer cela. Et je pense que même quand on est allé déposer, la démarche serait certainement celle-là. Si on est allé jusque devant la Cour constitutionnelle, c'est pour dire j'utilise tout ce qu'il y a comme recours, mais quand la Cour va donner et sa décision, il faudra l'accepter. Il faudra l'accepter et se mettre même en pédagogue pour expliquer ce que nous sommes en train de dire ici. Parce que comme vous l'avez dit, sur une certaine chaîne, les questions, elles sont tendancieuses, on vous exclut. Non, on n'a plus à exclure les gens. On a fixé des règles et que devant, au niveau des impôts, on n'a exclu personne. J'ai dit la dernière fois ici, sur votre plateau, j'ai dit, bon, écoutez, ici, qu'est-ce que le peuple veut? Qu'est-ce que le peuple veut? Mais que ce que le peuple veut aussi doit avoir des limites parce que les règles sont fixées dans la République. C'est qu'on aurait voulu ces élections-ci avoir vraiment la fête électorale. Maintenant, c'est sur 8 partis, il y en a 6 qui vont, c'est-à-dire 6 sont finalement qualifiés. On peut dire encore que, voilà, on peut dire aussi que le pourcentage n'est pas mal. De toute façon, ce n'est pas tous ceux qui déposent les dossiers pour passer un concours, pour passer les examens, ce n'est pas eux tous qui réussissent non plus. Il y en a quelqu'un. Ce qu'il y a, c'est que si le premier de la classe échoue, ça étonne les gens et donc ça fait parler, ça fait jaser et ainsi de suite. C'est pourquoi il disait au début que, bon voilà, c'est un gâchis si les démocrates, par leur propre turpitude, c'est-à-dire par leur propre erreur, arrivent à ne pas y aller. Moi, j'ai entendu tout à l'heure, avant d'arriver ici, que les gens disaient, est-ce que ceux dont on parle là, les 3 là aussi, n'ont pas fait exprès? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'est leur situation fiscale? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'ils ont comme réalisation pour dire honnêtement devant les autres? Parce qu'effectivement, imaginez un instant que les démocrates s'étaient comportés comme les gens de BR ont fait, pour dire, on vous prend votre dossier si vous accompagnez ça de votre quitus fiscale. Comme les gens de FCBE ont fait. Je pense que c'est aussi quelque chose comme ça que FCBE aussi ils ont eu à faire pour dire on ne prend pas votre dossier si vous n'avez pas le quitus fiscal dedans. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on serait en train de parler d'un m'a exclu? Je pense que non. Parce qu'effectivement, ça a été individuel, chacun allait déposer, demander pour lui, on lui a déposé. Nous avons la responsabilité alors de faire cette communication-là. Et notre pays même a la responsabilité de faire cette explication-là. Parce que vous vous rappelez, il y a eu des incidences ou bien la diplomatie qu'on a rencontrée, même notre ministre des Affaires étrangères a rencontré, pour dire, on nous demande qui est exclusion. Montrez-le. Qui est inclusion inclusive. Montrez-leur les règles, pour montrer les règles, pour montrer que ces élections-ci
ont voulu être effectivement inclusifs et que si quelqu'un a commis une faute, il doit pouvoir aussi subir les conséquences de cette faute-là. Ça se passe chez nous, ça se passe aussi ailleurs, ça se passe aussi chez eux, que lorsque vous n'avez pas respecté les règles de la République, vous pouvez avoir des sanctions. Non, et vous le dites si bien, c'est qu'en fait, il faut insister sur cette pédagogie-là dont nous parlions tantôt pour que on ne puisse pas dire qu'il n'y a pas eu élection inclusive. Vous dites qu'il n'y a pas fête électorale. Non, il y aura fête électorale parce que le processus n'a isolé personne. C'est ceux qui n'ont pas réussi à se mettre en ligne vis-à-vis de la loi qui, malheureusement, encore qu'on insiste sur le fait que ce n'est pas de nouvelles règles. On peut comprendre qu'en 2019, c'était de nouvelles dispositions, ça se découvrait, c'était un peu difficile de se mettre à jour et tout. Mais là, ce n'est pas de nouvelles règles. Et il faut vraiment le dire et le redire pour que ceux qui nous observent, ceux qui sont avec nous dans le pays, vous évoquez les diplomates ou les chancelleries et tous ceux qui sont là, qui observent et qui ont un certain nombre de positions au fond des observations, qui puissent voir. Le ministre des Affaires étrangères, effectivement, a eu cette rencontre-là. C'est qu'il faut sortir de cette communication de la victimisation. Il faut juste préciser que la rencontre n'était pas à cet effet. C'était pendant l'occasion d'une rencontre. Entre autres, c'est sorti. Je suis d'avis avec vous. Entre autres, c'est sorti. Et j'ai noté que M. Anagonou n'évoquait pas que l'Union progressiste a pris des dispositions pour que le parti a bien accompagné ses candidats, d'abord en termes de sensibilisation. Parce que ne venez pas postuler si vous n'êtes pas à même de prétendre à cela. Ensuite, sur tout ce qui est formalité, non, c'est exigé, toutes les pièces ont été listées. Maintenant, sur les délais de délivrance, il peut y avoir, en fait, quand vous demandez à l'administration fiscale, eh bien, si ce n'est pas arrivé à la date, puisque le parti a lancé... il faut positionner les gens qui sont pauvres, là vous êtes tranquille. Le parti a lancé un processus de mobilisation. Les gens comme Kitty, par exemple, il n'a pas grand-chose. Et donc, au moment du délai, à la clôture du délai interne au parti, s'il y avait des camarades, mais au niveau légal, il n'y avait pas encore de problème. Donc, ils pouvaient continuer par mobiliser les pièces qui manquaient. Que donc, voilà. Le fiscal n'est délivré qu'un tutu personnel. Donc, bien entendu, c'est pas le parti. Chacun devait pouvoir se présenter. Ça a pu jouer dans la présentation effective donc, des pièces au départ. Le parti a bel et bien accompagné ses candidats sur tout ce qu'il faut pour que cela puisse se passer. Donc, il faut, à l'avenir, il faut dire, voilà quoi. Comme je le disais à l'entame, le sociologue est parfois très engagé. Très engagé, je comprends. Kitty, non, moi je ne... Rassurez-nous, vous n'avez pas fait vœu de pauvreté. Non, pas du tout. Je comprends qu'il n'est pas en train de me dire qu'il faut que j'aille dans ce vœu-là. Je n'y suis pas. Parce que ce qu'on demande, à la limite, même celui qui paye les impôts, aussi gros soit-il, en fait, il ne devrait pas sentir une grosse douleur. Parce que, à ce que je sache, les impôts, la taille des impôts ne vous est fixée que au prorata de ce que vous gagnez, de ce dont vous profitez. Celui qui doit payer 800 millions, il a gagné combien? Celui qui doit payer 800 millions, je suis sûr que ce n'est pas, parce que c'est précisé que c'est 2019, 2020, 2021. D'accord? En plus, ce qu'on ne dit pas, ce n'est pas tous les impôts. Le quitus fiscal pour les élections, là. Il y a une liste bien précise, oui. Et il y a une liste, un répertoire d'impôts spécifiques à payer. Ce n'est même pas tous les impôts. Et les partis politiques ont connaissance de cela. Et donc, celui qui veut être candidat, quand il prend les types d'impôts qu'il s'agit, s'il sait qu'il a un parc automobile de 20 voitures en son nom, qu'il l'utilise, il sait que la TVM, il va payer. Il sait s'il a payé pour 2019, 2020 ou 2021. Ce que vous étiez en train de dire, je ne sais pas si vous avez été dans les secrets du bloc républicain pour savoir que ils ont dit, dès que les gens veulent déposer les dossiers à la candidature à la candidature, qu'ils ont déposé avec quitus fiscal. Non.
les délais de la Sénat étaient là. Au niveau de l'UDBN. Oui, bon, Non, attendez. on va pas revenir sur ce débat-là. Non, attendez. spécifique à chaque Non, parti. attendez. Nous partageons des expériences qui peuvent nous permettre, parce que le blocage qu'on note aujourd'hui, là, ça a commencé quelque part. C'est un travail en amont qui a été bien fait au niveau des partis politiques, mais on n'aura pas ça. Mais le calendrier de la Sénat a été annoncé très tôt. Au niveau des partis politiques, pour notre cas, par exemple, à l'UDBN, il a été annoncé que le deadline pour déposer les dossiers au niveau du parti est différent. Bien avant que ne commence pas à courir même le délai de la Sénat. Et lorsque vous venez déposer le dossier, on suppose que vous devez avoir jusqu'au quitus fiscal dedans. Mais lorsqu'on dépouille ça déjà au niveau du parti, et c'est ce qui s'est passé chez nous, on constate que le quitus n'est pas dedans. Là, le parti discute avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout au moins, vous êtes censé avoir eu votre situation fiscale. Il y a eu, je vous donne l'exemple, il y a eu un candidat qui, pour moi, était un bon candidat. Je le trouvais bon candidat dans une région que je connais bien, et qui a toutes les pièces. Il lui restait le quitus fiscal. On lui a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a demandé de payer sa TVM là. Ça s'élève à tel montant. Et on lui dit, tu as donc tel délai pour pouvoir régler ça. Au bout de la moitié du délai, il dit lui-même, par rapport à ses prévisions, ce n'est pas évident qu'il puisse payer. Alors, qu'est-ce que le parti a fait? C'est qu'on a eu un dossier, un remplacement à ça, qu'on a mis en même temps. Et celui-là, sportivement, tout son discours jusqu'aujourd'hui, c'est que, bon, allez, c'est bon, le parti a pu fait le bon avancer. choix, oui. Mais je tenais à dire quelque chose par rapport à l'image du pays qui devrait nous intéresser, nous tous. Vous savez, je vous ai dit ici, lorsque vous parlez, dans notre culture, lorsque vous parlez de parti politique, vous êtes dans un milieu politique, on vous dit, vous êtes de la mouvance ou vous êtes de l'opposition. Moi, j'ai souvent répondu aux gens, je fais une bataille partisane, mais aussi de génération. Ça, c'est mon centre d'intérêt. J'ai envie que des gens qui sont de ma génération, au bout d'un temps, se retrouvent à niveau des niveaux stratégiques de gestion du pays pour que, quand nous, on va passer, on puisse dire, on a fait quelque chose. De la même manière, quand vous êtes parti de la mouvance présidentielle ou vous êtes parti de l'opposition, qu'est-ce que vous revendiquez lorsque, si vous êtes parti de l'opposition, vous dites au chef de l'État, ah non, tu as fait telle chose, je ne suis pas d'accord, le pays doit être dirigé. Parce que ça veut dire quoi? Le pays vous appartient. Vous estimez que le pays n'appartient pas seulement au chef de l'État. Quand vous êtes parti de la mouvance présidentielle, au niveau de l'UDBN, nous clamons que nous soutenons le chef de l'État, nous soutenons ses actions. Soutenir ces actions, et c'est ce sur quoi nous insistons, c'est quoi? C'est de dire, de par nos comportements, de par ce que nous faisons, et surtout dans des moments sensibles comme ça, nous faisons de sorte à ce que on trouve que des gens bien le soutiennent. On trouve que nous avons un soutien honnête et franc avec lui. Maintenant, supposons qu'on ait travaillé à nous retrouver avec des gens qui ne veulent pas, se retrouvent dans la triste obligation de ne pouvoir payer leurs impôts sans avoir à donner à leurs communicants politiques la preuve qu'il y a des éléments pour attaquer frontalement l'administration fiscale sans qu'elle ait la possibilité de se défendre. Vous allez observer que le premier qui a parlé sur RFI, l'ancien député Arossi Basile, avant d'aller sur RFI, il a fait une démonstration sur une chaîne sur les réseaux sociaux où il a dit, lui-même personnellement, quand il a pris son cas, il a démontré que méthodiquement, il est allé partout où on lui a demandé d'aller. Et que chaque fois qu'on lui demandait de payer quelque chose, il payait et il prenait acte de ça. Il payait, prenait acte de ça. Alors, cette ligne de défense, au départ, moi, je m'attendais à ce que, jusqu'au bout, je me suis dit, ces gens-là, ils sont préparés de sorte à ce que, si la DGI les conduit jusqu'à la fin et ne donne pas, et ils vont donner toute la preuve de ce que ils ont rempli toutes les conditions. Et c'est la DGI qui a montré mauvaise foi. La DGI étant appendice du pouvoir, ils ne peuvent pas, donc, extrapolation, dire c'est le pouvoir qui ne veut pas qu'il... Parce qu'ils savent qu'à l'international, tout le monde dira, on fait la comparaison. On est focus sur 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Comme si, après 2019, pour cette année, on devrait avoir des lois spéciales pour que, obligatoirement, que toutes les conditions aient été remplies ou pas,
on puisse avoir Tout le monde aux élections. l'opposition. Et mieux, il Les faut démocrates. nuancer. Non, attendez, c'est même pas les démocrates. Je vous en prie. Les démocrates, c'est né quand? C'est parce que vous voyez au sein des démocrates des figures qui ont fait la machine qui était celle de l'opposition, Oui. que vous pensez que c'est ça. Et donc, de ce point de vue-là, ceux qui sont à l'extérieur posent à bon droit leurs questions, mais c'est ici que même les partisans de l'opposition, et je pense que de plus en plus avec le temps, le discours a commencé par changer aussi. Le communiqué du président des démocrates, l'honorable Éric Oundété, que j'ai lu ce soir avant de venir ici sur les réseaux sociaux, me paraît, je pense qu'il y a le sens de la responsabilité qui est en train de prendre le départ. Et ça aussi, C'est le important. déçu, ça aussi c'est important, parce que il se dit, bon, ok, nous sommes, il reconnaît, nous avons décidé de déposer 100 tel nombre de quitus fiscaux. Ça veut dire que nous sommes conscients de ce que il y a une condition que nous n'avons pas remplie. Oui. Maintenant, il nous reste une brèche, saisir la Cour constitutionnelle. Pour expliquer. Et quand vous allez voir le contenu du recours, les questions du genre, quels sont les moyens qu'il soulève devant la Cour pourrait peut-être aller laisser peut-être la lettre du droit, aller regarder dans sa jurisprudence, est-ce qu'il y a eu des cas comme ça? Voilà. Est-ce que ça peut être réglé par un compromis politique? Mais le débat de un opposant qui se présente comme opposant radical, qui, pour n'avoir pas respecté une règle qui est technique, qui s'empresse de proposer le compromis politique, qu'est-ce que ça devient dans le schéma que nous avons? Parce que nous avons au niveau de l'UDBN, ayant eu le récépissé définitif, Oui. nous sommes pressés de faire le Joël combat, la bataille pacifiquement. On va rapidement. Mais bon, je veux bien que justement, on va rapidement, le renouveau de mon ami Béo Aguia soit battu il nous reste partout où quelques l'UDBN minutes. va passer. Il nous reste quelques Et puis minutes pour sortir de après- ce débat. Joël Ateng-Gadeboué, nous allons nous projeter. Merci. Nous allons nous projeter sur la suite. Espérons la Les compétition. surprises. Merci de ne pas. Merci. Oui. On comprend bien que vous ne boudez pas votre plaisir. Bon, Joël Compétition Ateng-Gadeboué, la plus ouverte la possible. suite. Ah oui. Et que Joël Ateng-Gadeboué, la suite du Elles processus. ne vont pas se ressembler, les élections passées et celles de... Apparemment, vous vous y Oui, mettez j'en ai. tous, Joël Ateng-Gadeboué. Joël Ateng-Gadeboué, oui, Bon, pour la je suite. ne dirais pas autre chose que d'espérer que chacun reçoive selon son dû. Et puis que ceux qui sont impatients d'en découdre. Oui. Normalement, dans le pacifiquement. calendrier de la Sénat, Dans normalement, le- dans 2 jours, on devrait avoir Oui, le listes vont bulletin, être pour le 17, positionnement, le tirage au positionnement, sort le tirage. oui. d'abord pour le positionnement sur le bulletin, afin que les partis commencent par se préparer. La campagne, ce n'est que pour le 23 Le 23 décembre, décembre, oui, pour le chers programme. amis. Voilà. Donc, Voilà. comment- C'est important à préciser. Comment fait-on BO, c'est fils, c'est bien fait. Les entraînements à une équipe qui a un classico à C'est fils, à BO, jouer. Quelle est la suite? Quelle est la suite? Ah oui, oui. Quelle est la suite pour le parti? Permettez Oui, quand oui. même que je salue l'effort des démocrates depuis quelque temps, pas seulement à l'occasion de la préparation de ces élections, pour se conformer à l'ensemble des règles, pour prendre leur part simplement de la vie politique dans notre pays. Je crois qu'il faut encourager ce type d'effort également, mais indiquer quand ça ne va pas, quand il y a des errements, que c'est critiquable. Et donc, sur la suite, il y a de la place pour tout le monde et ne pas participer aux élections, si ça devrait être ça. Si ça devait être ça, pardon, dans 3 ans, il y a le temps de mieux se préparer. Et Julien parlait de mise au vert. Ah oui, bien sûr. Une longue mise au vert. Merci à Joël Ateng-Gadeboué. La suite était en cours depuis l'Union progressiste. Donc, ce n'est pas cette étape qui était particulièrement attendue pour que ce qui doit se faire se fasse. Il s'agit de continuer le travail politique de mobilisation. La remobilisation suffisamment a été conduite de maître par Maître Joseph Diogbenou, président du parti. Et à l'étape actuelle, l'invite, l'appel, c'est l'électeur en fait, le citoyen, puisque c'est lui qui est concerné à la fin. Tous les militants ne suffisent pas pour gagner une élection. Donc c'est l'électeur, c'est vers lui que le travail se fait et continuera par se faire pour vendre
l'offre politique du parti dans cette déclinaison économique, politique, culturelle et sociale. On n'y est pas. Je sais très bien que je savais que vous ferez cette observation. Donc, on est sur cette phase depuis un moment sous le leadership du président Joseph Diogbenou. Et donc, ce travail de communication continue pour que on conforte les positions du parti. Vous savez, au demeurant, le parti a l'enjeu pour l'Union progressiste, le renouveau, vous le savez tous, c'est une position à conforter parce que, et puis, le parti mesure très bien les actes, en fait, l'environnement politique actuel. Non pas que le BIA me parle de menaces particulières. Il y a que différentes forces politiques sont sur l'échiquier. Il faut se battre et confirmer des positions qui sont connues pour le parti aujourd'hui, de sorte que toute la transformation en cours pour le pays, cette majorité que nous pourrions gagner, nous permettent de continuer l'œuvre de construction du pays sous le leadership du président Patrice Talon. Le sociologue le plus engagé de ce plateau. Non, je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Et dans la vie aussi, quand vous avez commis des fautes, vous devez être assez responsable pour reconnaître que vous avez commis des fautes. Par exemple, le communiqué dont je n'ai pas entièrement lu, j'ai commencé par lire. Si le président, c'est qu'on a déposé, que le dossier n'est pas au complet. Un dossier qui n'est pas au complet mérite d'être rejeté, voyez-vous. Et qu'il faut être assez sportif pour dire, bon, voilà, nous avons fait cette faute-là, nous devons faire face aux conséquences. Maintenant, ceux à qui doivent laisser le terrain libre, moi, je leur demande de travailler suffisamment pour en profiter. Bon, voilà, et Bioaga ne va pas bouder ce plaisir. Bon, j'ai quitté dans une moindre mesure parce que, bon, voilà, j'ai dit, tout le monde n'est pas attendu de la même manière, donc... bon, c'est vous qui le pensez. Concluez. Donc, je voudrais dire que notre pays suit son petit bonhomme de chemin en matière de démocratie. J'ai reconnu, bon, peut-être aussi, comme le chef de l'État aussi l'a reconnu, que nous avons dû piétiner des avancées démocratiques. Et j'ai toujours dit que toutes les occasions que nous allons trouver pour les restaurer, il faut les restaurer. Nous attendons beaucoup de ces élections dans tout l'ensemble, c'est-à-dire le processus jusqu'à la fin. Et au cours du processus, si les gens ont commis des erreurs et qu'ils reconnaissent cela, c'est aussi une manière de restaurer notre démocratie. Nous avons tous alors la responsabilité de restaurer notre démocratie. Cette fois-ci, les préparations sont belles et je vois des partis qui doivent concourir, qui sont sur les plateaux et qui se complètent comme ce que je constate. C'est une bonne chose. C'est être, bon voilà, c'est pas, vous êtes pas tellement opposés sur le plateau. Il est arrivé que tu sois opposé plus que ça. Donc voilà. Chacun a ses positions, ne se complète pas. Donc je voudrais que cette fête-là continue, et que, comme le disait monsieur Atari Gedegwe, c'est pas la fin du monde. Et heureusement que d'ailleurs que le Parlement qui vient, c'est un Parlement de transition. 3 ans, c'est vite arrivé, et puis on pourra continuer de nous battre et d'être toujours l'exemple démocratique pour ceux qui nous entourent. Julien Kitty. Moi, je voudrais me réjouir de quelque chose. Je suppose qu'on est en train de sortir de l'émission. Je voudrais me réjouir de quelque chose. À l'UDBN, nous adorons les passions et les étreintes politiques, mais nous les adorons pour la production de la paix. Donc l'atteinte de nos objectifs, mais dans un contexte de paix. Et lorsque nous avons des signes avant-coureurs de ce que la paix va être menacée, pour nous, aucun sacrifice n'est de trop. Et ce n'est pas de 20 mots que nous répétons partout. Parce qu'on a vu juste des signes dans ce pays et on a compris qu'il ne faut pas offrir ça pour notre pays. Je constate avec bonheur que sur le plan de l'organisation technique des élections, aussi bien la législation que l'appareillage institutionnel, que dans la réalité technique, il y a évolution, nous l'avons constaté. Nous avons aujourd'hui plus que des experts de la pratique de l'organisation électorale qui sont là.
Et l'autre chose dont il faut se réjouir, c'est que même si ce n'est pas l'arithmétique qui fait simplement l'ouverture ou l'aération d'un système électoral, mais constatez qu'il joue quand même un rôle. En 2019, il n'y avait que 2 partis. Aujourd'hui, nous en avons 6. Et nous en avons qui sont nés même après les élections de 2019 et qui ont pu donc se préparer pour être aujourd'hui sur la ligne de départ. Alors, le reste, il faut que chacun, en restant dans sa posture, soit de parti de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, ou de parti adversaire sur les élections dans la mouvance présidentielle, puisse jouer dans cette adversité tout en ayant en tête que détruire quelque chose dans l'édifice national, même moral, hein, c'est pas d'abord physique. Moi, quelqu'un peut casser quelque chose physiquement dans un pays, on va le faire payer. Mais s'il fait casser quelque chose dans sa tête par rapport à celui le citoyen moralement correct qu'il doit être, il devient un danger. Alors que ce qui est cassé dans votre tête, on ne le voit pas très vite. C'est quand les dégâts sont là que vous voyez. Donc, au niveau de l'UDBN, c'est ce que nous voulons pour la suite du processus, inculquer à tous nos militants, c'est ce qu'on fait, et aussi aux autres. Parce que quand un parti politique va opter pour la violence ou un mauvais comportement, moi qui adopte le comportement de paix, l'effort devient double pour moi, et c'est à l'image d'un feu tricolore où vous respectez, vous avez le vert, vous continuez, mais quelqu'un brûle le feu rouge là-bas, vous allez vous cogner, et quand vous tombez sur la chaussée ne vous pose pas de questions avant de vous blesser. Donc tout compte fait, il y a accident. Donc voilà ce que moi je peux dire, et dire, j'ai répété, sans être pressé d'entrer en campagne, répéter que si j'ai rappelé toutes ces nouveautés-là, ces évolutions, c'est pour vous dire que ceux qui se croient depuis ce temps-là, les mastodontes, des gens pour qui le match est plié, ils devront vivre également les surprises en leur défaveur du scrutin du 8 janvier. Et ils le savent au plus haut niveau, eux qui finissent par reconnaître que ce n'est pas les adhésions, c'est pas le nombre seulement qui fait le résultat. Merci beaucoup, Julien Kiti. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'UDBN. Jean-Jean Agonou, socio-anthropologue, sociologue. Bon, on va pas refaire ce débat. Je pense que chacun aura fait son idée. Parce que vous êtes vous avez des éléments de certaines chapelles politiques, plus que les responsables même. Voilà, on aurait dit que votre travail de sociologie est porté sur l'UBR. Vous avez été consultant ou expert. Joël Attal-Guédégbé, je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, expert électoral, et on fait c'est Fils Bioagia, membre de la cellule de communication de l'UP Le Renouveau. Merci à vous tous pour vos contributions de ce soir. Je rappelle à nos amis téléspectateurs qui peuvent revoir ce programme sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet Télé-Bénin, télébénin.com, notre compte Facebook Télé en direct, notre site YouTube Télé Bénin, et retrouver quelques extraits sur notre compte Twitter Télé Live. Nous allons continuer par suivre cette actualité qui va tenir encore pour quelques jours l'ensemble de l'opinion en l'année, ce contentieux concernant les démocrates déférés devant la Cour constitutionnelle. Et si ce n'est que vous rappelez les partis qui sont officiellement qualifiés pour compétir pour cette élection législative: MPL, UDBN, Bloc républicain, UP Le Renouveau, Moël Bénin et FCBE. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre fidélité à notre programme.